Vous ne pouvez pas le nier, mais la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous essayez de penser à un mot synonyme de l'Ouest sauvage est probablement le mot cow-boy. Pas vrai? Alors, que signifiait être un chasseur de primes du Far West? Telle est la question qui taraude bon nombre d'esprits et nous ne tarderons pas à avoir des réponses dans cette nouvelle vidéo. Alors, bienvenue sur Histoireflix, votre chaîne dédiée aux vidéos d'histoire. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que c'était d'être un chasseur de primes au Far West, ou du moins, ce qu'était la vie d'un chasseur de primes dans le Far West. Mais avant de débuter, nous vous rappelons que si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur des histoires similaires. Allez, c'est parti. En réalité, le chasseur de primes figure au moins dans le top 5 des films, des émissions de télévision et de la littérature sur le thème de l'Ouest. Le chasseur de primes était généralement l'anti-héros de l'ombre, un loup solitaire sans véritable lien avec la loi qui recevait d'énormes récompenses en échange de la capture ou de l'élimination de hors-la-loi. Si cette image a donné lieu à de belles histoires, dans la réalité, la vie d'un chasseur de primes était bien différente. Ironiquement, malgré la popularité des histoires du Far West, mettant en scène des chasseurs de primes anti-héros pourchassant des hors-la-loi vicieux dans le désert, balayés par les vents, le terme de chasseur de primes n'existait même pas à l'époque. C'est eux qui étaient censés faire toute cette chasse aux primes. Le terme bounty remonte au début des années 1300. Sa signification originale était la gentillesse ou la bonté. Ce n'est qu'au début des années 1700 que le mot a pris le sens de récompense, mais sous la forme d'une prime donnée aux hommes pour les initier à rejoindre l'armée ou la marine d'un pays, comme dans « Rejoignez-nous maintenant et recevez une prime de 15 $ au Red Lobster ». Dans les années 1800, le terme chasseur de primes était utilisé pour les personnes qui recevaient des primes pour collecter des peaux d'animaux ou des oiseaux morts, mais pas pour celles qui traquaient et capturaient des hors-la-loi. L'auteur américain Norman, spécialisé dans les histoires de western, a utilisé le terme bounty hunter dans son sens actuel en 1953, suivi en 1954 par le romancier et scénariste américain Elmore Leonard. C'est d'ailleurs Leonard qui a créé Ryland Givens, l'homme de loi occidental au caractère bien trempé joué par Timothy Olyphant dans la série télévisée Justified. Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, la plupart des chasseurs de primes étaient en fait des hommes de loi ou des indépendants sous contrat avec des agences de détectives ou engagés par des banques dans une analyse de 255 combattants armés. Seuls 3 d'entre eux correspondaient au type de chasseurs de primes froids et impitoyables que l'on voit dans les films et à la télévision. Et même ces gars-là ne chassaient qu'occasionnellement. La plupart des récompenses étaient de 100 $ ou moins, ce qui n'était pas suffisant pour en faire un travail à plein temps. Si vous vouliez être dans le business de la traque des méchants, vous deviez avoir un travail de jour, un peu comme tous les acteurs de Los Angeles. Je me demande combien de chasseurs de primes travaillaient comme serveurs chez Thunder Greens. De plus, les primes offertes n'étaient pas nécessairement garanties. Même le cas de Pat Garrett, un shérif qui cherchait juste à se faire un peu d'argent, le gouverneur du Nouveau-Mexique, Lew Wallace, a placé une annonce dans un journal offrant une récompense de 500 $ pour la capture de Billy the Kid, ce qui était une somme assez importante pour une prime. Cependant, lorsque Garrett a tenté de réclamer la prime, Wallace a essayé de lui dire qu'il n'y avait pas droit, affirmant qu'il s'agissait d'une offre personnelle qui ne liait pas le territoire lui-même. Ok, bien sûr, quoi que cela veuille dire, Garrett persiste et finit par recevoir la récompense, mais pas avant les citoyens locaux. Dégoûtés par le refus du gouverneur d'honorer l'offre, ils ont fait la version Far West d'un GoFundMe et ont récolté 1150 $ à envoyer à Garrett. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu occasionnellement des gains de la taille d'une tornade texane. Prenez Jesse James, tout le monde ici a essayé. Même les gens qui ne connaissaient pas grand-chose à l'histoire ou au Far West reconnaissent généralement le nom de Jesse James. Lui et son frère aîné Frank étaient 2 des hors-la-loi les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. En 1882, Thomas T. Crittenden, gouverneur du Missouri, offre une récompense de 25 000 $ pour la capture de Jesse, mort ou vif, et une récompense de 15 000 $ pour Frank, en tenant compte de l'inflation. Ce total de 40 000 $ équivaudrait à 2,4 millions de dollars en 2020, ce qui n'était pas rien.
Vous pouvez acheter beaucoup de chapeaux de cow-boy avec ça. Crittenden aurait tenu des réunions secrètes avec le lâche Robert Ford, une nouvelle recrue de la bande de James, qui avait été invité à vivre avec Jesse et sa famille le 3 avril 1882. Ford a éliminé James en lui tirant une balle dans le dos alors que le hors-la-loi dépoussiérait une photo, ce qui semble être une chose assez basse à faire. Et les actions de Ford restent controversées à ce jour. D'un autre côté, avons-nous mentionné à quel point la récompense était élevée? Mais si vous pensez que 25 000 c'est beaucoup, John Wilkes Booth a obtenu des chiffres encore plus élevés, ce qui est logique. Le 20 avril 1865, le ministère américain de la guerre a offert une récompense pour John Wilkes Booth et ses complices David Herold et John Surratt, dont 50 000 pour Booth lui-même. En tenant compte de l'inflation, ces 100 000 $ équivaudraient à environ 9,8 millions en 2020, plus qu'assez pour raccrocher votre ceinture de fusil et vos éperons. Ce genre de salaire, cependant, était extrêmement rare. La plupart du temps, vous risquiez votre vie pour capturer ou éliminer de dangereux criminels pour un salaire minimum. Parfois, ce risque était assez élevé, comme dans le cas de John Jack Duncan. En 1876, les Texas Rangers ont contacté Jack Duncan, un officier de police de 27 ans, et lui ont demandé s'il était prêt à participer à une petite action d'espionnage. Ils recherchaient le célèbre hors-la-loi John Wesley Hardin et avaient besoin d'un agent secret pour leur fournir des informations dont ils avaient besoin pour le retrouver. Les Rangers ont promis à Duncan une part de la récompense de 4 000 $ s'il acceptait de les aider à infiltrer l'équipe de Hardin. Sous le pseudonyme de Williams, Duncan s'installe dans le comité de Gonzales où Hardin est soupçonné de se cacher et travaille comme ouvrier et bricoleur. Duncan s'assure de la loyauté des personnes de l'entourage de Hardin, se liant même d'amitié avec Neil Bowen, le beau-père des Outlaws. Bowen a fini par accueillir Duncan, je veux dire William. Comme frontière, Duncan s'est infiltré. Il a même demandé aux Texas Rangers de l'arrêter à un moment donné pour rendre sa couverture plus crédible. Duncan a fini par convaincre Bowen de lui donner l'emplacement d'Hardin et a donné l'info aux Rangers qui ont fini par attraper Hardin dans un train en direction de la Floride. Duncan reçoit son argent mais quitte les Texas Rangers après seulement 4 mois pour travailler comme détective privé et chasseur de primes à Dallas. Malgré la représentation généralement attrayante des chasseurs de primes dans les divertissements populaires comme des anti-héros sinistres mais honorables, dotés d'un sens inébranlable de la justice, en réalité, leur travail était souvent peu glorieux, voire carrément crapuleux. Le premier Fugitive Slave Act, loi sur les esclaves fugitifs, a été adopté en 1793. Il donnait aux gouvernements locaux le droit de saisir les esclaves qui s'étaient échappés et de les rendre à leurs propriétaires. En conséquence, les chasseurs de primes étaient régulièrement engagés pour traquer ces fugitifs. Vous ne verrez probablement pas Steve McQueen prendre trop de ces primes pour les personnes recherchées mortes ou vivantes. La loi stipule également que les propriétaires d'esclaves et leurs agents ont le droit de rechercher les évadés dans les États libres. Si un évadé présumé était capturé, le chasseur de primes devait alors se présenter devant un juge et fournir la preuve que la personne était esclave. Si le tribunal était satisfait de cette preuve, le propriétaire pouvait alors ramener l'évadé dans son propre État, qu'il ait été esclave ou non. Les États du Nord ont tenté d'empêcher cette erreur judiciaire. Par exemple, ils ont adopté des lois sur la liberté individuelle qui donnaient aux fugitifs accusés le droit à un procès avec jury. Ces lois protégeaient également les Noirs libres, dont beaucoup avaient été enlevés par des chasseurs de primes et vendus comme esclaves. Cette loi a fini par être contestée dans l'affaire de la Cour suprême de 1842, Trigg, Pennsylvania, qui portait un chasseur de primes nommé Edward Trigg, un résident du Maryland, condamné pour avoir enlevé une personne qu'il pensait être un esclave échappé. La Cour suprême s'est prononcée en faveur de Trigg, établissant le précédent selon lequel la loi fédérale supplantait toute mesure étatique qui tentait d'interférer avec le Fugitive Slave Act, bien que les États du Nord aient toujours refusé de s'y conformer. Ainsi, si vous essayez de gagner votre vie en tant que chasseur de primes, vous pouviez régulièrement vous retrouver chargé de ramener des personnes dont le seul crime était de vouloir vivre libre. Si vous pensez que certains de ces hors-la-loi étaient effrayants, il y avait des chasseurs de primes tout aussi dangereux dans l'Ouest sauvage, si ce n'est plus. Prenez Henry Newton Brown en 1882, il est devenu le marshal adjoint de Caldwell, au Kansas, puis a été promu marshal.
Mais ce que personne ne sait, c'est que Brown est un ancien hors-la-loi qui a fait partie de la bande de Billy the Kid et qui, en 1878, a tendu une embuscade à un shérif et l'a tué pendant la guerre du comité de Lincoln. Il s'est également associé à Billy the Kid. Au lieu de le capturer, ils ont tenté de cambrioler la Medicine Lodge Bank, abattant au passage le directeur de la banque. Les bandits ont été capturés et emmenés à la prison de Medicine Lodge. Brown n'a pas été aussi chanceux, il a été abattu alors qu'il tentait de s'échapper. J'aurais dû m'en tenir à un script. Mec, ces chèques de salaire de Marshall ne devaient pas être si mauvais. Mais le plus infâme des chasseurs de primes était probablement Tom Horn. À la fin des années 1880, l'Agence nationale de détectives Pinkerton a engagé Horn comme chasseur de primes et traqueur, mais il n'est pas resté longtemps avec elle. Il est devenu un tueur à gages et on le soupçonne d'être responsable du meurtre de plus d'une douzaine de personnes. En d'autres termes, il était trop sauvage et imprévisible, même pour les Pinkertons. Et ça veut dire quelque chose, c'est comme se faire virer de Motley Crue pour avoir trop fait la fête. Ironiquement, Horn a été pendu en 1903 après avoir été condamné pour un crime que de nombreux historiens pensent qu'il n'a pas commis. Le meurtre de Willie Nicole, 14 ans, tué d'une balle dans le dos le 18 juillet 1901. Même les méchants pratiquaient un peu la chasse à la prime, même si les raisons n'étaient pas aussi altruistes. Les frères Dune sont des poupées Calvin. George et Bill dirigeaient un ranch en pension après d'Ingalls, dans l'Oklahoma, où ils permettaient aux hors-la-loi de se cacher. Les frères volaient ou tuaient aussi occasionnellement les voyageurs qui y séjournaient. En outre, ils tenaient un marché de viande à Pawnee, un moyen pratique pour eux de se débarrasser du bétail qu'ils volaient occasionnellement. Selon un récit, les Duns ont conclu un accord avec les hommes de loi dans lequel ils acceptaient d'aider à capturer les membres de la bande du hors-la-loi d'Olin Dalton en échange de l'abandon des accusations de vol de bétail portées contre eux. Leur jeune sœur Rose avait eu une relation amoureuse avec George, un nouveau venu de Bitter Creek, et le 2 mai 1895, lui et Charles Pierce, un autre membre du gang d'Olin Dalton, sont arrivés au ranch pour la voir. Des rapports contradictoires existent sur ce qui s'est passé ensuite. Selon la source, soit les frères ont prévenu la police, qui a ensuite tendu une embuscade hors-la-loi et les a éliminés, soit les frères Dunn ont eux-mêmes tué Newcomb et Pierce. Dans tous les cas, Pierce et Newcomb ont fini sous terre, et les Dunes ont perçu la prime qui aurait été de 5 000 $ pour chaque homme. De quoi se retirer définitivement de cette vie de crime. Ou à la réflexion, peut-être pas. Voilà les amis, nous arrivons ainsi à la fin de notre vidéo sur ce qu'était la vie d'un chasseur de primes dans le Far West. Alors, qu'en pensez-vous? Auriez pu résister en tant que chasseur de primes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus d'histoires similaires et intéressantes. De plus, si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à Histoireflix et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir encore plus de vidéos à la fois intéressantes et émouvantes. Et dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et quel sujet vous voulez voir la prochaine fois. Merci une fois de plus et à très bientôt.